fois de plus, le grand rendez-vous s'installe chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'avoir choisi d'être des nôtres. Quel temps fera-t-il demain? Découvrons-le ensemble. C'est à travers la météo. Voilà, comme par hasard, hein, j'ai des abonnés avec moi dans ce studio. Donc, nous profitons de l'occasion pour saluer les populations d'abonnés. Nous espérons que vous êtes nombreux à nous suivre. Au menu de ce grand rendez-vous, nous avons 3 rubriques. Les tout petits sont à l'honneur ce soir. Et oui, on s'intéresse à leur bien-être. Un peu trop souvent, les enfants voient sur leur corps beaucoup de boutons. Comment les reconnaître pour en prendre soin? L'invité de Nature et Bien-être nous en parle dans un instant. L'expert aujourd'hui s'intéresse à la transformation de l'ananas, un secteur qui offre de nombreux débouchés mais qui a du mal à prendre son envol. Que Gaëton a accompagné les initiatives du secteur? On y répond avec l'expert du jour. Dès ses premières années de vie, l'enfant béninois est bercé par son panégyrique, celui de sa famille, surtout paternelle. Et ce n'est qu'en grandissant qu'il comprend un peu plus ce que signifie son panégyrique. On se demande souvent à tort ou à raison quelle est l'influence de ce panégyrique sur l'enfant et sur l'adulte de demain. Avec notre invité sur Horizon Culture, on vous plonge dans l'univers du panégyrique. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal et vous le savez, ce soir, nous sommes avec Nadège Soni, que nous allons retrouver tout de suite pour la présentation des titres. Bonsoir Agnat Bello. Les mutilations génitales féminines perdurent dans certains pays africains et au Bénin pour marquer la journée mondiale de lutte contre cette violence faite aux femmes et aux filles. La rédaction a réalisé un reportage sur le sujet. On s'intéresse également au métier de Zémidian. Bon nombre de ces conducteurs sont allés à ce métier par nécessité. Aujourd'hui, ils veulent passer à autre chose, mais il est difficile pour eux de changer d'activité. L'art au service du social est utilisé pour sensibiliser le public à travers des messages en langue nationale. Quel est ce concept? On en saura un peu plus à 19h45. Merci à vous, Nadège Soni. On vous retrouve à 19h45 pour le journal. En attendant, le premier plateau peut donc s'installer, l'expert. Transformation de l'ananas, bienfaits et barrières. Nous recevons pour vous sur ce plateau Lucrèce Degla. Elle est transformatrice d'ananas. Bonsoir, Madame Degla. Comment vous allez? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, le secteur agricole au Bénin, pendant longtemps, ne se focalisait que sur la production des cultures, mais aujourd'hui, on va de plus en plus vers la transformation au niveau de l'agroalimentaire. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a amené à aller vers ce secteur? Alors, déjà, aller vers ce secteur, c'est le besoin, en fait, de pouvoir offrir des produits naturels
à une cible quand même qui en a besoin, parce que de plus en plus, nous consommons les produits importés. Tout ce qui est jus de fruits, déjà, c'est importé, c'est beaucoup de produits chimiques. Donc, la question, c'était qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir permettre en fait, aux consommateurs d'avoir du naturel. Donc, c'est à partir de là que je me suis investie dans ce secteur-là. D'accord. Alors, vous êtes allé vers l'ananas et pourquoi vous avez choisi particulièrement l'ananas? Déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas uniquement l'ananas, mais beaucoup plus l'ananas parce que l'ananas, c'est un fruit que l'on a beaucoup ici au Bénin et surtout, enfin, en toute saison, c'est un fruit qu'on peut avoir en toute saison, contrairement à la mangue, contrairement à la goyave. Enfin, c'est des produits, c'est un fruit plutôt qu'on a à toute saison, donc c'est pour ça que c'est toujours disponible. Toujours disponible, voilà. Ça répond donc à la prochaine question. Je souhaiterais savoir si tous les intrants, c'est-à-dire souvent ces cultures-là, sont toujours disponibles. Vous venez de le confirmer, mais la conservation de ces produits, est-ce que parfois ça ne pose pas problème? En fait, c'est beaucoup plus ça. La conservation, c'est en fait la conservation, parce qu'il faut préciser que l'ananas pris naturellement, c'est-à-dire en fruit, a beaucoup plus d'apports nutritifs que le jus transformé. Mais en réalité, le problème de la conservation fait que la solution idéale, c'est la transformation. Parce que le jus, quand on l'a transformé, on peut le conserver pendant 6 mois à 1 an. Vous voyez, alors que l'ananas, au bout de 2 jours, le fruit lui-même, au bout de 2 jours, 3 jours déjà, c'est complètement pourri, on ne peut rien en faire. Donc, au niveau de la conservation, je crois qu'actuellement, la seule solution, c'est soit de transformer en jus, soit de transformer en ananas séché. Mais ananas séché, aujourd'hui, très peu sont les transformateurs qui arrivent à en faire quelque chose d'agréable à voir. Souvent, c'est terni, c'est noir, c'est pas très beau à regarder. D'accord, ça fait que beaucoup de personnes ne sont pas intéressées forcément par ça. Parce que c'est un investissement. Tu vas prendre le tassis, tu vas prendre la bâchée d'ananas et puis à la fin, tu vas en perdre beaucoup. Franchement, c'est pas forcément rentable. C'est pas forcément rentable. D'accord, mais est-ce que les producteurs sont souvent disponibles à vous accompagner? Parce que nos ananas aussi, nos ananas aussi s'exportent. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence déloyale entre l'extérieur et les producteurs locaux? Non, moi je pense qu'en fait, il y a aussi au niveau des fournisseurs même ce problème de conservation aussi. Ce qui fait qu'à un moment donné, bon, c'est vrai que les fournisseurs prêts à accompagner, oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si le fournisseur est prêt à accompagner, il faut que lui-même puisse rentabiliser. S'il vend son produit et qu'il ne le rentabilise pas, ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant. Donc, du coup, la concurrence avec l'import, oui, voilà. Le plus offrant a toujours de la chance d'avoir plus de marchandises et la marchandise de la meilleure qualité, en fait. Donc, ce problème-là va toujours se poser. Et je pense que c'est au niveau interne, c'est-à-dire au plan national, qu'il faudrait que le secteur soit mieux repensé, mieux réfléchi. Donc, est-ce que déjà, vous pensez... moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait des mesures... par exemple, le Nigeria est en train de supprimer l'importation de tomates transformées de l'extérieur. Parce que si ici, nous avons une matière que nous pouvons transformer, consommer sur le plan local, pourquoi importer ça de l'extérieur? Ça permet de conserver les ressources à l'intérieur. Ça permet que le flux économique puisse circuler normalement, que tous les acteurs puissent profiter et bénéficier de la ressource. D'accord. Mais je me demande, est-ce que la main-d'œuvre est toujours disponible pour pouvoir le faire véritablement? Si c'est une question de main-d'œuvre, la main-d'œuvre existe. Parce qu'aujourd'hui, le problème du chômage est un problème récurrent. C'est pas la main-d'œuvre. Les mentalités sont en train de changer. On ne se dit pas toujours, comme j'ai un diplôme, je ne peux pas transformer. La preuve, c'est que moi, j'ai un master, pourtant, je fais de la transformation d'ananas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à travailler, mais le problème, c'est, la rémunération. Parce que, comme vous le dites, ce n'est pas un secteur qui est tellement rentable. Déjà, la concurrence, tu vois, un produit importé est peut-être à 500 francs la bouteille de 25 centilitres. Or, ici, à l'interne, au plan national, quand tu proposes ton produit qui est peut-être de 30 centilitres, à déjà même 250 francs, 300 francs, les gens crient au vol. D'accord. Voilà. Mais bon, on a beau dire que le secteur n'est pas rentable, mais pour l'instant, c'est une véritable huée vers les jus d'ananas. On a beaucoup de produits et beaucoup de personnes qui sont intéressées par cela. Pourquoi justement tout le monde va vers l'ananas? Est-ce qu'à la fin, on ne risque pas d'avoir quelques soucis? Quelques soucis. En fait... le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui produisent de l'ananas, mais si on va vers une politique
de regroupement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites structures qui gagneraient à se mettre ensemble pour devenir, en fait, pour pouvoir produire à une quantité beaucoup plus intéressante et pouvoir rentabiliser. Parce que plus ces petites structures vont se mettre ensemble et unir leurs forces, parce que quelqu'un aura plus de capacité en tel domaine, quelqu'un d'autre aura peut-être plus de capacité dans tel autre domaine. Donc, en se mettant ensemble, en fusionnant leur entreprise, ils vont pouvoir facilement décoller. Parce que le fait est qu'on est nombreux, mais que ça peine à prendre. Donc, ce n'est pas la peine d'être nombreux. Ce n'est pas la quantité qui fera forcément la qualité. D'accord. Alors, vous prenez une forme de synergie d'action. Oui, c'est cela même. D'accord. Maintenant, au préalable, les premières personnes à aller vers la transformation du jus d'ananas le faisaient manuellement. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de matériel, d'équipements qui sont en train de rentrer dedans pour faciliter un peu la tâche. Voilà. Maintenant, est-ce que ce matériel parfois ne détériore pas la qualité du jus d'ananas qu'on a in fine? Non, en fait, le matériel... Et le coût aussi, est-ce qu'il est abordable? Oui, bon, le coût, ça dépend du matériel que tu demandes. Ça dépend de la quantité d'ananas que ça peut transformer en un temps record. Je crois qu'il y a une matière qui est recommandée pour ce genre de transformation. Ce n'est pas de l'aluminium, ce n'est pas du fer, ce n'est pas... il ne faut pas transformer l'ananas dans une matière, le nom est en train de m'échapper, mais c'est une matière spécifique. Et quand tu vas commander du matériel, de l'équipement pour transformer l'ananas, c'est avec ce matériau-là, qu'il faudrait que l'équipement soit fabriqué. D'accord. Oui. Mais est-ce que ça ne rend pas justement cet équipement-là plus cher que les autres? Oui, plus cher. Là, les gens trouvent, il y a une autre alternative, c'est que ils font un mélange de ce matériau-là avec de l'aluminium. Mais à la fin, c'est que quand tu as le jus, ça déteint. Il y a des dépôts? Oui, il y a des dépôts. C'est vrai qu'il y a le processus de filtrage. Mais bon, est-ce que le filtrage permet de tout éliminer? De tout faire passer? Voilà. D'accord. Mais maintenant, on parle du label aujourd'hui, l'ananas au Bénin, c'est un ananas qui est reconnu même à l'international. Mais si on doit passer par tous ces procédés-là et qu'à la fin, on n'a pas forcément un jus qui est autant agréable au goût, mais aussi sur la santé de ceux qui les consomment, ça pose un problème. Est-ce que vous avez des personnes qui vous accompagnent pour pouvoir juger du produit fini? Oui. Il y a le laboratoire qui est chargé en fait de tester sur le plan biochimique, de voir si l'ananas, la transformation, le jus transformé répond aux normes. Et à part le laboratoire aussi, la DANA, il y a au moins 2 ou 3 structures qui sont chargées de cela. La réalité, c'est que le processus et les étapes aussi sont tellement nombreuses et également onéreuses que ça fait que beaucoup de personnes sont, je ne sais pas, dans l'informel. Ils suivent les étapes, mais c'est-à-dire qu'à la fin, ils ne font pas forcément certifier leurs produits. Est-ce qu'ils ont le certificat? Est-ce qu'ils ont le label? Ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais parce que pour le consommateur, finalement, comment il s'assure d'avoir un produit certifié? Comment il sait? Est-ce qu'il suffit d'avoir... le produit qu'il consomme est un bon produit. Un bon produit. Je pense que déjà, le consommateur qui prend un produit, avant de le prendre, se rassure. C'est vrai que avec le problème du certificat et tout, ce n'est pas toujours évident de savoir si parmi cette pléthore de jus, tout ce qu'on consomme est bon. Mais il y a toujours un facteur. Lorsque vous prenez un jus, vous consommez un jus qui est produit localement et que ça vous donne après des troubles de l'estomac, de la diarrhée, ce genre de choses, la prochaine fois, il faut éviter d'en consommer. Oui, mais c'est sûr, mais ça, c'est après. C'est après, oui. Vous étiez déjà malade. J'étais déjà malade. Donc, en réalité, l'idéal, c'est de pouvoir prendre du jus chez une personne de confiance ou qui a vraiment le certificat. D'accord, qui a vraiment le certificat. Oui. Ça pose toujours ce problème d'hygiène-là. Oui. Comment est-ce que finalement on s'assure de l'hygiène lors du processus de transformation du jus? Il y a des garde-fous qu'il faut mettre pendant le processus de transformation. Il faut mettre les gants. Il y a les bonnets, il y a les gants. Il y a les chaussures et il faut que l'environnement soit quand même clos. Parce que puisque l'ananas traîne quand même assez de mouches, assez d'insectes, donc il faut que l'environnement soit clos, les grillages et tout. Et que ceux qui travaillent aussi n'aillent pas mettre la main dans autre chose. C'est-à-dire qu'il faut déjà serrer les étapes. Ceux qui lavent l'ananas,
sont à part, ceux qui découpent l'ananas sont à part, et ceux qui font le traitement, c'est-à-dire thermique de l'ananas, c'est-à-dire pasteurisation, que ce ne soit pas, que les processus ne soient pas mélangés, pour ne pas qu'il y ait transfert de bactéries et tout. D'un endroit à un autre. D'un endroit à un autre. D'accord, mais les produits sont accueillis comment sur le marché? Est-ce que vous pensez que les jus d'ananas produits ici au Bénin sont véritablement accueillis par les populations? Si, moi, par exemple, pour mon expérience personnelle, déjà, généralement, quand j'ai mon stock, je l'épuise et que parfois je suis en rupture de stock. C'est vrai que pour le moment, je ne produis pas en qualité industrielle parce qu'il faut tenir compte de la demande et il faut aussi pouvoir rentabiliser. Il faut pas parce qu'il y a beaucoup de facteurs, la main-d'œuvre, beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi des débouchés sur d'autres marchés, le Niger, le Burkina. Il y a d'autres débouchés. Le produit est bien accueilli parce que comme l'ananas, c'est quand même une ressource assez disponible au Bénin, les gens n'ont pas du mal à faire du pur jus. Or, le pur jus est beaucoup plus intéressant que du jus dilué ou du jus mélangé, où il y a additionné d'autres produits. Le goût est toujours différent, donc c'est toujours mieux accueilli. Le problème, c'est de formaliser tout ça, de pouvoir mettre à côté tout ce qui est certification, de pouvoir mettre à côté tout ce qui est politique pour permettre une synergie d'action. Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que nos jus d'ananas sont compétitifs? Parce que vous avez parlé d'une exportation vers d'autres pays. Le pays aujourd'hui où le jus marche le plus en France, c'est encore le Burkina. Ça, c'est beaucoup plus le problème du packaging. C'est beaucoup plus le problème du conditionnement. Il ne faut pas s'arrêter simplement à la bouteille, à mettre du parce jus que en ici, bouteille. On voit déjà, moi, j'ai horreur des bouteilles vertes parce que ça ne permet pas au client d'apprécier ce qu'il est en train de consommer. La bouteille doit permettre au client de savoir ce qu'il est en train de consommer. Parce que c'est d'abord quelque chose qui est naturel. Donc, du coup, on se couleur dit, déjà rassure. Voilà, il faudrait savoir si ce que je bois est vraiment intéressant. Alors, l'étiquette qu'il faut mettre dessus, il ne faut pas se contenter de faire une étiquette. C'est ça, le branding, il faut vraiment miser sur le branding. D'accord. On va avoir le même produit et à cause du branding, quelqu'un d'autre va préférer un autre produit à un autre. D'accord, merci Lucrèce Degla. Nous rappelons que vous êtes transformatrice d'ananas. C'est d'ailleurs à ce titre que nous vous avons plutôt reçu sur ce plateau. Avec vous, on s'est plongé au cœur de ce secteur, un secteur qui connaît un véritable boom, mais on exhorte les acteurs à se mettre ensemble. Une synergie d'action favorise davantage la qualité des produits qu'on a in fine. Tout ça, c'est pour le bien du consommateur final que vous et moi, nous sommes. Bien évidemment, c'est terminé pour la rubrique Expert. On passe à présent à Nature et Bien-être. Voilà, Nature et Bien-être aujourd'hui s'intéresse aux boutons chez les enfants. Mais avant, suivons ensemble ce reportage de Yasmine Damata qui nous donne déjà un avant-goût sur comment est-ce qu'on peut identifier les boutons chez l'enfant. Dans la plupart des cas, ils apparaissent à l'adolescence. Pour le spécialiste, les boutons peuvent subvenir à tout âge. Il en existe de différentes catégories. Ces lésions qui sont a priori des affections qui surviennent chez les enfants peuvent aussi survenir chez certains adultes. Et dans ce cas, elles sont plus sévères. La rougeole s'accompagne de fièvre et de boutons qui ne sont pas tellement volumineux. Ce sont de tout petits boutons. Et les médecins qui sont bien formés savent les reconnaître. La varicelle s'accompagne au début de fièvre. Et il y a des boutons qui contiennent de l'eau et également, ça s'accompagne de démangeaisons. En ce qui concerne les lésions bactériennes, souvent c'est des folliculites ou des furoncles ou l'abcès. Parfois, cela peut s'accompagner de fièvre. Après ça, c'est beaucoup plus l'allergie que nous constatons sous forme de boutons, comme vous dites. Et ces boutons sont très souvent des lésions dues à des piqûres d'insectes. Et ça commence vers l'âge de 6 mois environ et ça se poursuit jusqu'à la puberté. Les boutons apparaissent anodins, mais certains sont des symptômes de maladies graves et peuvent être contagieux. Il y en a qui sont dus
au virus dont je parlais tantôt, ces lésions dues au virus ne se contactent pas quand la personne n'a pas un contact avec un patient ou quelqu'un qui a déjà eu qui a le virus. Donc, il faut éviter les contacts si possible. Celles qui sont dues à l'allergie est souvent constitutionnelle. Cela veut dire que un parent prédisposé à faire de l'allergie va transmettre à son enfant la prédisposition aussi à faire de l'allergie. Dans ce cas, il faut éviter les piqûres d'insectes. Il faut les éviter essentiellement par des vêtements longs. Et la désertisation dans les maisons, la protection par des grilles et compagnie. Que faire en cas d'apparition d'un bouton? Les médecins recommandent une consultation aussitôt. Voilà, une consultation aussitôt. Très belle exhortation, n'est-ce pas, Yasmine Damata? Merci à vous pour ce reportage. Sur ce plateau, Heureuse Danodé et son invité nous ont déjà rejoints. Et Heureuse Danodé, bonsoir. Bonsoir, Agnès Bello. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. À vos côtés, un dermatologue qui nous vient de loin. Eh oui, qui nous vient de très loin. Eh oui. Et Divé Fékou, vous êtes dermatologue. Bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, c'est un plaisir. C'est votre première fois sur un plateau au Bénin? Je dirais oui, parce que on vient pour nous. Voilà, on Il vient est là dans le le cadre de la journée dermatologique dermatologie. de la société béninoise. Voilà. Il vient de l'hôpital de Yaoundé. Général de Yaoundé. Voilà. Merci beaucoup. Heureuse Danodé, vous avez su disponibilité. dénicher cet invité. Merci pour vous. Grâce au docteur Franck Yedomo, qui est était d'ailleurs avec avec nous hier. nous. Oui, il était là hier. Il a D'accord. accompagné d'ailleurs. Oui, aujourd'hui, donc, on poursuit avec les boutons sur les enfants. On parle des premières traces. Effectivement, Yasmine nous a permis d'avoir le reportage avec un dermatologue, le professeur Adek Bidi. Mais là, nous avons le spécialiste qui est là pour nous donner les précisions beaucoup plus chez l'enfant, lorsqu'on parle de boutons chez l'enfant, quand s'inquiéter. Alors, docteur, quels sont les types de boutons qui apparaissent sur la peau de l'enfant? Ok, merci d'abord de m'avoir invité, n'est-ce pas, sur ce plateau de la chaîne nationale béninoise. Oui. Vraiment. Alors, pour aller droit au but, je dirais que elles sont variables, les éruptions sous forme de boutons chez les enfants. Je vais essayer d'être succinct pour permettre aux auditeurs de comprendre. Parce que nous avons une durée très courte. Et Voilà, oui, la chef c'est d'édition, elle est d'être déjà là avec le chronomètre en main pour nous Tout à arrêter. fait. Oui. Alors, je vais partir des cas essentiellement pratiques. Alors, on peut observer chez les nouveau-nés et même chez les nourrissons certains boutons qui peuvent apparaître sur le visage. Que nous on qualifie d'acné. Voilà, on appelle ça l'acné du nouveau-né. Ces petits boutons qui apparaissent chez l'enfant. Déjà, à partir de quel âge, de quel mois? Disons qu'on va dire parfois à partir d'1 mois, c'est-à-dire chez le nourrisson, on pourra les voir. Et ces acnés en question sont visibles, c'est sous forme de boutons qui apparaissent au niveau du visage, qui peuvent amener les mamans à s'inquiéter. Voilà. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Logiquement, il ne faudrait pas s'inquiéter parce que dans la plupart des temps, quelques temps après, ça disparaît. Donc, on n'a pas besoin même de médicaments. On n'a pas besoin de médicaments particuliers parce que ce sont des variations hormonales, n'est-ce pas? N'est-ce pas, de l'enfant qui se retrouvait chez la maman et puis à sa naissance, il y a des petites variations hormonales du fait de ça, de sa naissance, du fait qu'il soit de... Voilà. Alors, on peut également retrouver, comme le professeur le disait tout à l'heure, certaines lésions qui sont consécutives aux piqûres d'insectes, n'est-ce pas? Ce sont des lésions qui sont sous forme de boutons, avec une distribution qui est essentiellement au niveau des membres, n'est-ce pas? Que ce soit supérieur ou inférieur. Alors, ces piqûres sont sous forme de boutons, très périgineux, c'est-à-dire qui démangent beaucoup. Donc, on peut les retrouver et qui peuvent se surinfecter, n'est-ce pas? Avec le démangeaison en question.
Et généralement, ça nécessite une prise en charge particulière. Donc, il faudrait consulter les dermatologues qui sont assez compétents. Comment on fait la différence entre les boutons pour lesquels on n'a pas besoin de s'inquiéter et ces boutons-là pour lesquels on a besoin de s'inquiéter? Est-ce l'endroit où ça se retrouve? Quand c'est au niveau des jambes, déjà, il faut s'inquiéter? Oui, c'est une bonne question. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de par la distribution, c'est-à-dire de la répartition, la localisation de ces lésions en question, et également le caractère prurigineux, c'est-à-dire les démangeaisons, le fait que ça gratte, et quand ça gratte, il y a des plaies, parce que l'enfant gratte, n'est-ce pas? Et on peut observer que ces démangeaisons sont beaucoup plus fréquentes dans la soirée, n'est-ce pas? Parce que c'est à ce moment-là que les moustiques sont beaucoup plus présents, parce qu'on est assis à la maison, dans les couchers, voilà, et puis ces démangeaisons-là apparaissent, voilà, et c'est très inconfortant. Inconfortable. Voilà, donc et à ce moment-là, il faudrait consulter. Oui, mais vous savez, il faudrait qu'on puisse parler du comportement de nos mères face à ça. Souvent, on dit qu'il faut laver l'enfant dès qu'il prend un bain. Avant d'en venir. Avant d'en venir. On n'a plus le temps. Effectivement, mais avant d'en venir, il faut déjà que les parents sachent déjà lorsque vous avez peut-être les boutons au niveau du visage, c'est l'acné. Il faut aller voir le médecin. Les nourrissons, lorsque ça se retrouve au niveau des jambes. Est-ce que c'est toujours l'acné? Non, ce n'est pas l'acné. Là, nous le catégorisons sous forme de prurigo. Ça, c'est les termes scientifiques, n'est-ce pas? Ça aussi, il faut voir le médecin. Il faut voir le dermatologue. Et je pense qu'on a des grands professeurs ici, nos maîtres. Mais il y a d'autres types de boutons qu'on retrouve avec des pus. Voilà, c'est là où je continue également. Ça fait partie en plus de ces lésions que je viens de dire. Il y a d'autres boutons qui sont dans le cas des maladies infectieuses de la peau. N'est-ce pas? C'est là où vous allez entendre parler. Toujours chez l'enfant. On peut le retrouver chez l'adulte, mais il est fréquent chez l'enfant parce que l'immunité cutanée n'est pas encore totalement établie, n'est pas assez forte. Donc, on va retrouver des furoncles, comme le professeur le disait tout à l'heure dans le reportage. On retrouvera des furoncles qui se présentent sous forme de boutons un peu durs, n'est-ce pas? Douloureux pour l'enfant. On va retrouver des impétigos qui se présentent sous forme de boutons. Ça fait partie des maladies infectieuses fréquentes chez l'enfant. Mais de tout ça, comment savoir que tel bouton, on appelle ça variole, varicelle, voilà, ou rougeole? Voilà, ça comment fait la différence? Exactement. Entre les deux déjà? Alors, dans les éruptions cutanées d'origine virale, parce que c'est toujours des maladies infectieuses, c'est là où on retrouve, n'est-ce pas, ces éruptions telles que la varicelle. C'est une dermatose infectieuse, mais elle est d'origine virale. Ce sont des virus qui sont à la base. Or, chez les enfants, il y a beaucoup de virus qui peuvent être responsables des infections cutanées, des éruptions. Et alors, au niveau de la varicelle et de la rougeole, il faut dire que tous se manifestent dans les signes de début, c'est essentiellement la fièvre, de la fièvre. Alors, à la suite, pour la varicelle, à la suite de cette fièvre-là, n'est-ce pas, va s'installer une éruption cutanée, c'est l'apparition sur la peau. D'accord, ça demande beaucoup d'attention à la mère. Donc, s'il y a déjà des boutons et on constate que l'enfant chauffe un peu, il y a de la fièvre, il faut déjà penser à chez le dermatologue. Chez le dermatologue. Oui, mais est-ce que le pédiatre aussi peut parce que souvent les mamans sont beaucoup plus habituées au pédiatre. Est-ce que le pédiatre peut déjà détecter et peut-être aller envoyer vers un dermatologue? Tout à fait. Moi, je pense que, puisqu'on travaille en concert, nous sommes des disciplines, n'est-ce pas, qui se complètent. Moi, je pense que voir un pédiatre, c'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? Maintenant, si on a des complications relatives à cette éruption-là, on peut avoir le temps se référer au dermatologue. Alors, je voulais ajouter que pour la rougeole, il y a la fièvre, mais il y a ce que nous on appelle le catarrhe oculo-nasal. C'est-à-dire, en fait, il y a une rougeur conjonctivale des yeux, n'est-ce pas? Et puis, il y a un écoulement nasal, n'est-ce pas? Au niveau du nez. D'accord, voilà ça. Et puis, c'est un catarrhe, c'est un liquide lié à l'inflammation, blanc. Il n'est pas purulent, il est généralement séreux. Mais là, on va rapidement aborder maintenant ce que Agnat disait déjà, le comportement de nos parents, les idées de grand-mère. Très souvent, on dit quand l'enfant a des boutons et il y a également les écoulements nasaux, on dit quoi? C'est la dentition. Donc, il faut donner tel produit, ça va partir. Est-ce qu'il y a des gestes déjà à la maison qu'on peut faire pour déjà atténuer
Oui. Les poudres d'abord. poudres. Parlez des poudres. Parce qu'il y a des poudres qu'on utilise souvent. qu'on utilise parfois, ça brûle. Hein? Oui, alors, dit, oui, c'est bon. il faut dire que en ce qui concerne les éruptions virales, notamment varicelle, rougeole surtout, je crois que les programmes nationaux de vaccination, hein, n'est-ce pas, par des programmes nationaux qu'on a instaurés au Bénin, hein, permet, même également au Cameroun, hein, permet d'éviter, hein, dans le cadre de la vaccination anti-rougeole, var, permet d'éviter justement c'est beaucoup plus ces épidémies-là. Maintenant, il faut dire que c'est que là où je vais attirer l'attention des parents, c'est au niveau, lorsque vous avez un syndrome fébrile, hein, c'est-à-dire la fièvre, je préfère, au niveau du choix de l'antipyrétique, c'est-à-dire contre la fièvre, c'est mieux donner tout ce qui il faut éviter les trucs comme les buprofènes, en fait, tout ce qui est anti-inflammatoire non stéroïdien. Il vaut mieux utiliser... Non, mais la poudre déjà, Voilà. poudre déjà qu'on utilise, est-ce que Oui, c'est ça, bon? donc quand j'évoque le fait que c'est le premier, parce que parfois la fièvre peut être trop élevée avant d'arriver chez le médecin. Hein, vous pouvez prendre ça pour baisser un peu, parce que ça peut arriver dans la soirée, dans la nuit, n'est-ce pas? On n'a pas eu, voilà. Vous donnez un antipyrétique pour baisser la fièvre, parce que chez l'enfant, ça peut évoluer vers une convulsion, n'est-ce pas? Voilà, pour baisser juste la fièvre. Les poudres ne sont pas totalement conseillées, hein, n'est-ce pas? Voilà, il ne faudrait pas prendre n'importe quel, parce que ces poudres-là peuvent être sujettes à des démis d'irritation. Surtout quand on les utilise au niveau de la partie... Heureuse d'annoncer le temps qui nous est imparti. Tout à fait. Merci beaucoup, On n'a pas docteur. pu le temps passer aux côtés du dermatologue Divin Fécou. Il a été divé sur ce plateau. Merci d'avoir été avec nous. On passe à présent à une autre rubrique. Horizon Culture, Assioum Gaba et son invité sont attendus pour une surprise. Restez avec nous. Alors, il y a d'abord un reportage, que dis-je, un micro-trottoir. On s'est rapproché des populations pour leur demander c'est quoi leur avis sur le panégyrique. Eh bien, les avis sont diversifiés. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne laisse personne indifférent. Les langues se sont déliées. Je vous invite à suivre cette Vox Pop pour vous rendre compte à quel point ça intéresse le panégyrique. J'entends parler de ça, mais je n'ai pas l'idée sur ça. Dans ces panégyriques claniques, l'individu se retrouve et on arrive à faire la distinction. On arrive aussi à donner de l'inspiration, puisque quand vous faites quelque chose ou quand vous êtes en colère et qu'on vous récite cette litanie, vous retrouvez une puissance surnaturelle en vous et ça vous permet de continuer ce que vous devez faire de bien pour la société. Moi, quand je rentre chez moi, ils ont leur manière de me le dire et là, moi-même, je me retrouve dans la famille, quoi. Parce que chaque famille a sa manière de faire ces trucs. Et le panégyrique, chez moi, on nous appelle souvent les terrorés. Quand on t'appelle comme ça, toi-même tu es fier, tu te dis oui, je suis de la maison, je suis vraiment l'enfant de la maison. Si ta femme maîtrise la panégyrique, si tu prononces déjà le début, ça te remet en arrière pour écouter davantage ta femme. Parce que ça traduit le passé de nos parents. Hein? C'est ça qui est dans le panégyrique, c'est ça. On ne peut à grand jamais partager celle qu'on a tant aimée, son amour. C'est dans la dado, c'est ça. Par exemple, quand on dit la Gbodjevis en ce sont des gens qui ont les cicatrices 2x5. Normalement, nous devons enseigner cela dans nos écoles afin que notre identité culturelle ne disparaisse. Voilà, il ne faut surtout pas que notre identité culturelle disparaisse. Eh bien, c'est pour ça qu'Assioum Gaba a choisi ce sujet. Mais on va lui poser une colle. Hein. J'espère qu'il connaît aussi son panégyrique. Assioum Gaba, bonsoir. Bonsoir, Agnès. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Oui, c'est un plaisir. Donc, n'oubliez pas hein, ma question, on y revient. Oui. Bon, alors, avec vous. On est tout banou. Je vous le dis en même temps. Tout banou. Oui. Ça veut dire quoi bien?
Wow! Je vous le dirai après. Siumgaba, c'est déjà bien de savoir que vous connaissez, vous savez d'où vous venez. C'est d'ailleurs ça, hein, le panégyrique. Pour nous accompagner en entretien sur ce plateau, nous recevons une ponte, comme on le dit, Aimé Avolonto. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Toronto au Canada. C'est un plaisir d'être avec nous, mais je crois qu'il y a tout un complément. Hein. Oui, tout un complément. Monsieur Avolonto, Aimé Avolonto est professeur agrégé en linguistique et littérature à l'Université York de Toronto. Il représente sur ce plateau l'association Passion, Culture et Art qui promeut les panégyriques ici au Bénin. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Gaba. Commençons donc déjà par vous demander quel est votre panégyrique ou votre accord. C'est quoi déjà? Alors, en fait, je suis à la convergence génétique de 3 courants dans cette perspective. Oui. Du point de vue des origines de mes parents paternels, nous sommes des Ananou, puisque par la suite, on a été approché pour devenir les tisserands du roi et qu'à ce titre, justement, on a dû être anobli pour pouvoir toucher le roi en l'habillant. Nous sommes devenus des Adjanou et du côté de ma mère, je suis Ayato. Alors, donc, je suis en fait à la convergence de ces 3 vous allez nous déclamer quel des panégyriques, Adjanou ou bien Ayato souvent, et ça peut-être assez bon pour en parler après. Souvent, c'est le côté paternel qui prédomine chez l'enfant. Oui, ça c'est en réalité. Alors, en fait, nous sommes dans un contexte culturellement masculino-dominant. Oui. Mais si vous faites attention, en fait, les détentrices de ce savoir... C'est encore les femmes. Ce sont les femmes. Oui. Et quand on me demande de déclamer justement mon panégyrique, je réponds tout simplement que le tigre ne proclame jamais sa tribitude. Oh là là. Et il faut, en fait, justement, nous commettons beaucoup cette erreur. En réalité, on ne devrait pas déclamer soi-même ses panégyriques. Ah oui. Parce qu'en réalité, c'est le besoin de reconnexion à ses origines, à ses références nobles que représente le panégyrique. Et à ce titre, c'est l'autre, votre vis-à-vis, qui vous reconnaît rappelle, et qui vous identifie. C'est fait pour vous renvoyer, vous maintenir à cette référence. À cette référence-là. Alors que quand vous le déclamez, vous pouvez le dire, par exemple, à votre enfant, etc., pour le lui rappeler. Mais à soi-même, néanmoins, je voudrais quand même attirer l'attention sur des éléments importants de ces 3 pôles qui en font justement le berceau, qui m'a porté l'étendard, je dirais, qui me porte et j'espère le saut qui me fera. Bref, les Ananou, par exemple, s'identifient au lion, le porc. En fait, vous allez voir dans la déclamation des Ananou plusieurs fois revenir l'image, l'analogie avec le porc, le lion. Pour rappeler un peu la bravoure. Le porc, est-ce que c'est le lion ou bien c'est le kinikini qui est le lion? C'est le kinikini qui est la panthère. Alors voilà, c'est vrai. C'est vrai. Le porc, c'est la panthère, le kinikini, c'est vrai. Excusez-moi. Oui. Alors, la référence, justement, au porc, c'est le félin, enfin, le rusé, mais pas nécessairement malin. Donc, il n'y a pas de malice dans sa ruse. On peut donc faire de la ruse sans malice. On va continuer pour vous dire que le dictionnaire Wikipédia, on a lu, qui définit en fait le panégyrique comme un discours public à la louange d'un personnage illustre d'une nation ou d'une chose. Est-ce qu'on peut définir le accord, comme on l'appelle chez nous, de la même manière? Alors, en fait, c'est vrai que étymologiquement, le mot panégyrique, donc du grec panigros, traduit un poème laudateur. Mais là où la différence se crée et où même Wikipédia mérite d'être corrigée et réactualisée, c'est qu'il y a 2 types de discours de poésie laudatrice. Il y a la poésie laudatrice d'un personnage, et cela on l'appelle litanie, et
les chrétiens connaissent beaucoup les litanies des saints, etc. Les saints, ouais. Et les panégyriques, qui sont plutôt à la gloire Clanique. de la lignée, exactement. En fait, les litanies peuvent être également claniques en ce sens que le personnage de référence, s'il est un roi, etc., aura sa litanie, mais rattachée à son clan. Donc on parle alors de litanie clanique. Oui. Et le panégyrique, quant à lui, est obligatoirement relié à la lignée et à la lignée d'abord dans son entièreté, mais également dans les individualités, puisqu'à l'intérieur de la lignée, vous avez les différents clans. Alors, vous aurez par exemple, à l'intérieur des Adjanou, différentes factions des Adjanou. Par exemple, moi, je suis l'un des Adjanou, Badjavi Somenu. D'accord. Okay? Enfin, je ne sais pas. En fait, oui. On ne peut pas garder la même définition donc pour le panégyrique et les accords. En fait, il faut juste... Non, le panégyrique serait alors identifiable au accord. Alors, avec toute nuance quand même. Avec la petite nuance. Oui. Et quelles sont les sources alors des panégyriques? Ils viennent d'où? Alors, en fait, les panégyriques... J'aime beaucoup votre question quand je remarque un peu... enfin, je dirais l'égarement, puisque Passion Culture est justement... On constate que d'une famille à une autre, exactement. Il y a une différence. Même à l'intérieur des mêmes panégyriques, il y a beaucoup de nuances, c'est paramétré. Et les origines viennent souvent, en fait, des premiers griots qui sont censés retracer. Parce que le roi doit savoir, en fait, tous les sujets qu'il gouverne à travers leur clan. Et les griots étaient censés recenser, en fait, voilà. tout ça pour que dans les archives, on est dans une tradition orale. Mais il y a quand même archives. Dans les archives, justement, des sujets du roi, on puisse savoir à quelle référence est-ce que tel clan est lié, pour savoir, et à travers ça, le roi sait exactement quel rôle lui dédier dans la société, etc. Ce qui fait que, quand aujourd'hui, par exemple, je vois, nous avons des stades Charles de Gaulle, René Prévert, etc. Je me dis, malheureusement, nous n'avons pas encore commencé le pas vers notre développement tel que nous devons le concevoir. Parce qu'en réalité, le développement est d'abord endogène avant de devenir exogène. En ce sens que si à travers le développement qui est calqué sur votre identité est d'abord celui-là qui définit les besoins en développement. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'énumérer quelques fonctions reconnues au panégyrique ou au accord? Alors, en fait, j'ai insisté jusque-là sur la référence. Alors, la fonction première, c'est d'abord la référence. Lier ce qui, a priori, paraît diversifié, mais réuni dans un même moule. Ça, c'est d'abord la fonction première. Et l'autre il y en a fonction, qui parlent de motivation. Ah oui, en fait, c'est ça. Dès qu'on vous relie à un passé glorieux, mais qui est actualisé dans votre ici et maintenant, eh bien, obligatoirement, vous voulez vous identifier, continuer de vous identifier à ça, alors automatiquement, vous êtes meilleur citoyen pour votre cité. Il y a également une fonction très de divertissement qui n'est pas à négliger. Et maintenant, la fonction de la mémoire. En réalité, ce que ces poésies permettent de faire, parce que les panégyriques, un peu comme les contes sur lesquels nous nous concentrons aussi à Passion Culture Art, les contes se disent, ne se récitent pas. Or, pour dire le conte ou le panégyrique, il faut d'abord l'avoir mémorisé et maîtrisé. D'accord. Si vous permettez, le temps qui nous est imparti en train de finir, Assoum Gaba. Oui, je vais peut-être, vous savez, l'association Passion Culture Art a un projet d'avoir un ouvrage. J'ai écrit un ouvrage bien sûr sur les panégyriques. Dites-nous, est-ce que ce sera un recueil ou... Alors, nous sommes déjà en train de travailler sur 3 aspects. Nous travaillons sur le recueil, en fait, de tout ce qui nous fait, et on sillonne le Bénin du nord au sud, d'est en ouest. Oui. Ensuite, l'autre volet, c'est le volet vulgarisation, ce que nous faisons à travers les formations que nous donnons déjà là sur place dans les écoles, et le volet recherche. Et il faut dire, je dois quand même préciser que l'association Passion Culture Art, nous fonctionnons sur fonds
propre. Voilà. Ne prenons de financement de personne pour ne pas nous laisser phagocyter, pour détourner l'orientation que nous voulons donner. Merci, merci beaucoup pour aimer à volonté. Nous rappelons que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Toronto au Canada. Assem Gaba, le sujet est tellement passionnant, mais il y a un aspect, je ne sais pas si on peut trouver la formule de revenu peut-être au niveau d'un forum, c'est qu'il y a aussi cet aspect-là. On dit qu'avec le panégyrique, on peut calmer l'individu. Quand vous êtes fâché, votre femme, qu'elle connaît votre accord, elle peut vous ramener à un meilleur sentiment. Tous ces aspects-là sont contenus dedans. Et je me dis, on peut peut-être trouver la formule, peut-être un plateau plus élargi pour revenir dessus. Pourquoi pas un forum de jeu pour parler des panégyriques. Assem Gaba, le rendez-vous est pris. Les téléspectateurs sont impatients, comme je le suis aussi, de voir le forum. Merci, merci bien mesdames et messieurs. Vous le savez, c'est la bonne humeur sur le grand rendez-vous qui se poursuit. L'heure du journal est sacrée. Nous allons donc rejoindre Nadia Soni pour le journal et on se retrouve tout juste après. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 1945. Les mutilations génitales féminines sont considérées comme une violence des droits des filles et des femmes. Même si le phénomène est en régression au Bénin, la pratique persiste et demeure une menace pour la santé de la femme. Le manque d'emploi a conduit de nombreux jeunes vers le taxi-moto appelé sous monsieur Zémidian. Aujourd'hui, ils sont nombreux à vouloir quitter ce métier sans y arriver. C'est un concept utilisé de nos jours par les artistes et opérateurs culturels pour sensibiliser la société. L'art au service du social est un moyen de communication artistique. La communauté internationale a célébré hier 6 février la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines et l'excision. Malgré les efforts déployés par le système des Nations Unies et les organisations de la société civile, la pratique persiste et demeure une menace pour la santé de la femme. Reportage. 200 millions de filles et de femmes seraient touchées par les mutilations génitales dans le monde. Les mutilations génitales féminines qui, selon l'ONU, recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Au Bénin, on parle le plus souvent d'excision. Et même si la pratique a diminué ces dernières années, elle persiste encore dans certaines zones du pays. Dans le septentrion, les chiffres sont alarmants. Plus de 30% des filles sont victimes de mutilations génitales. Mais de 13% en 2006, les mutilations génitales féminines sont passées à 7% en 2012, selon la 4e édition de l'enquête démographique et de santé. Des efforts fournis à travers le vote de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Mieux, le Bénin dispose depuis mars 2013 d'une loi réprimant les mutilations génitales féminines. La loi a prévu la sanction, c'est de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 francs à 2 millions de francs CFA lorsque c'est une adulte qui a été excisée. Mais lorsque c'est un enfant qui a été excisé, la loi a prévu un enfant, c'est-à-dire mineur de moins de 18 ans. La loi a prévu une peine de 3 ans d'emprisonnement à 5 ans et une amende de 3 millions de francs. Lorsque l'intervention entraîne la mort des victimes, les peines passent de 5 à 20 ans d'emprisonnement et de 3 à 6 millions de francs CFA d'amende. Et la non-dénonciation est punie d'une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA. Au-delà de la violence de ces pratiques, les mutilations peuvent également avoir de très lourdes conséquences sur la santé des femmes et des filles, comme entraîner des infections, une infertilité, des complications à l'accouchement, voire un décès. Selon intelivoire.net, il existe aujourd'hui plus de 300 000 taxi-motos dans la seule ville de Cotonou, faisant ainsi du taxi-moto une alternative au problème de chômage de nombreux Béninois. Toutefois, de nombreux émigrants songent à se reconvertir sans pouvoir y arriver. Aliou Tony, Agnat Bello.
Les conducteurs ont envie de se reconvertir, c'est pas pour la plupart, c'est un moyen pour joindre les deux bouts en attendant de trouver mieux. Il y a la reconversion dans un emploi salarial et la reconversion dans un entrepreneuriat. Personnellement, moi, je préférerais aller à la reconversion dans l'entrepreneuriat. Parce que là, je garde toujours mon indépendance et ma liberté. C'est d'essayer de tout faire pour mieux gérer leur entreprise et de ne plus penser à revenir, pour tout faire pour ne plus revenir encore aux éminents. Parce que c'est vraiment, il faut reconnaître, c'est vraiment difficile d'entreprendre, mais de maintenir le cap pour foncer avant, c'est aussi difficile. J'aimerais formuler des souhaits par rapport à nos autorités, par rapport à la reconversion des îles. C'est d'essayer de faire en sorte de créer un environnement favorable à l'installation des grandes entreprises pour permettre à certains qui ont des formations professionnelles d'aller travailler dans ces entreprises et encore de créer un fonds spécial, surtout à l'égard du gouvernement, de créer un fonds spécial pour la reconversion des étudiants qui va nous permettre d'avoir peut-être des subventions pour aller vers l'agriculture. C'est un concept artistique qui consiste à sensibiliser une population cible sur un fait de société ou un fléau par la chanson. Bon nombre d'artistes utilisent aujourd'hui l'art au service du social pour délivrer des messages en langue nationale pour atteindre une grande cible. Allons à la découverte de ce concept avec Jennifer Sativi. L'objectif de cette chanson est de sensibiliser sur un problème d'ordre social. Comme ces musiciens, plusieurs artistes décident de mettre leur art au service du social. Du coup, ça devient facile de cibler son public. Le discours politique ou le discours économique ou le discours scientifique, ce n'est pas tout le peuple qui comprend. Nous sommes dans un pays dont nous sommes à plus de 75% de taux d'analphabétisme. Ça veut dire quoi? Allons faire le théâtre dans leur langue, allons les voir avec un autre format de communication, ça permet de comprendre et ça permet aussi de les amener à changer de comportement vis-à-vis de ces fléaux qui les touchent de façon directe. On arrive par l'art pour moi à dépasser certaines barrières. C'est un langage tellement universel qu'il arrive à toucher quelque chose de l'humain qui est très universel. Des émotions, des sensations, des formes aussi de spiritualité. En fait, le chef-quartier a fait disposer tout autour de son domicile des sièges. Résoudre un problème d'ordre social par son art n'est pas toujours aisé. L'artiste doit d'abord se mettre dans la peau de l'autre afin de mieux impacter. On prend l'exemple palpable de, ok, on joue l'enfant qui est vaudouci mais qui n'a pas accès à l'école. On va dire, ok, allons directement questionner les vaudoucis. Pourquoi, comment se passe leur réalité de vie avec les enfants? On prend cela maintenant avec l'ensemble de l'entité des artistes, c'est-à-dire les scénographes, les musiciens, les chanteurs, les danseurs, les comédiens. On met tout ça en bouche, on met tout ça en scène et ça devient une matière adéquate à présenter pour sensibiliser le peuple. À une période, je travaillais avec des femmes qui avaient subi des violences. Elles étaient toutes minuscules. On les voyait et on avait l'impression qu'elles n'étaient pas là. Par le contact avec son propre corps que moi j'ai cherché à travers la danse. J'ai travaillé avec elle 6 mois comme ça et à la fin j'ai vu des personnes, j'ai vu leur personnalité, leur corps de femmes qui réexistaient. Faire du social à travers son art est louable, mais les acteurs se plaignent du manque de soutien et d'accompagnement. C'est le contexte social qui te donne les outils et les pistes pour travailler à travers l'art. Il faudrait que le social et les arts puissent être encore plus ensemble, que les politiques développent un cadre idéal et adéquat, c'est-à-dire créer des salles de spectacle, pas seulement fermées, mais aussi ouvertes, pour permettre au public d'avoir accès de façon directe. Il urge que l'éducation culturelle au plan social soit renforcée. Combiner la volonté politique à l'art pour le social pourrait donc se révéler bénéfique à plus d'un titre.
En Côte d'Ivoire, les exploitants de cacao s'attendent à une récolte importante au terme de la saison intermédiaire allant d'avril à septembre. De nombreux producteurs interrogés par Reuters ont fait état d'une abondance de fruits sur les cacaoyers. Tout va bien. Il y a actuellement de nombreuses cabosses de taille moyenne. Nous avons besoin de fortes pluies dans les 2 prochaines semaines parce qu'il fait très chaud, explique Olivier Bad, gérant d'une plantation dans la région de Daloa. Cette région produit environ 25% de la production nationale. On reste toujours en Côte d'Ivoire. Les échanges commerciaux entre ce pays et le reste du monde ont connu une hausse de 12% en 2017. Cette performance est due en partie aux réformes entreprises depuis quelques années. Reportage. La Côte d'Ivoire a enregistré un excédent de son commerce extérieur de 1 708 milliards de francs CFA en 2017, une progression de 30% en une année. Cet excédent commercial est la résultante de l'augmentation des volumes commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Ils sont passés de 11 493 milliards en 2016 à 12 896 milliards en 2017, soit une hausse de plus de 12%. Des résultats satisfaisants à mettre à l'actif des actions et réformes entreprises. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation du guichet unique du commerce extérieur à travers l'implémentation de 11 modules sur les 13, soit un taux de réalisation de 85%, du lancement de la phase pilote du programme de vérification de la conformité des produits, VOC, l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale d'exportation. Au niveau du secteur industriel, plusieurs réformes ont porté sur la transformation des matières premières et le développement des infrastructures industrielles pour attirer le plus d'investissements. 69 entreprises industrielles ont reçu des agréments, dont 35 dans l'industrie alimentaire et de l'agro-industrie, pour un montant total d'investissement de 333 milliards de francs CFA. Les actions menées ont porté principalement sur le développement de la transformation des matières premières agricoles, la restructuration et la mise à niveau des entreprises en vue de renforcer leur compétitivité. En dépit de ces résultats, des défis demeurent, a fait savoir le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Il a annoncé la mise en œuvre d'un programme d'action de son département ministériel axé sur 34 actions prioritaires et 105 activités en 2019. Le tout pour une enveloppe de plus de 196 milliards de francs CFA. Une volonté affichée du gouvernement saluée à juste titre par l'ensemble du personnel de cette administration. Pour ce qui nous concerne, au Conseil national des exportations, nous sommes heureux qu'à la suite de M. le Président de la République, M. le ministre vient de nous confirmer que la stratégie nationale d'exportation de la Côte d'Ivoire sera mise en œuvre effectivement en 2019. Et nous en sommes plus qu'heureux. L'occasion nous permet de faire un bilan et de nous projeter pour le futur. C'est vrai qu'en matière de projet, surtout de réalisation d'infrastructures, ce n'est pas un projet de construction des bâtiments qui, dès démarrer en début de mois, vous êtes au chaînage peut-être 2 ou 3 mois après. En Côte d'Ivoire, les secteurs du commerce, de l'industrie et des PME contribuent à plus de 80% de la richesse nationale. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt. Voilà, c'est toujours bon à savoir le temps qu'il fera demain. On vous rappelle la météo, surtout pour vous qui venez de nous prendre au vol. La météo.
Voilà, c'était donc là les prévisions météorologiques pour la journée de demain. Nous vous rappelons à présent la question de l'ActuWeb. Elle dit ceci: célébration du contribuable béninois, est-ce la meilleure solution à l'incivisme fiscal? Célébration du contribuable béninois, est-ce la meilleure solution à l'incivisme fiscal? Vous connaissez déjà les différents canaux pour nous joindre, passer par les réseaux sociaux et vous aurez peut-être la chance d'avoir votre réponse. Voilà, avec ActuWeb et Adonis Bohon qui va nous rejoindre demain. Prenez donc le rendez-vous. On vous attend nombreux, on attend nombreux vos réponses. C'est terminé pour le grand rendez-vous de ce soir et la citation de la semaine. Que dis-je? La citation du jour. C'est une tradition entre vous et nous et la citation de ce soir dit ceci: l'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer. C'est une citation d'Henri Bergson. Merci à vous d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir d'avoir piloté ce grand rendez-vous. Je vous retrouve encore avec grand plaisir demain, toujours pour partager avec vous un pan de l'actualité, pourquoi pas même un pan de notre histoire. Merci bien.